Aujourd'hui, découvrons ensemble comment les plus grandes entreprises de minage perdent un pognon de dingue et pourtant ne font pas faillite. Marathon Digital, c'est la plus grosse, elle a un market cap de 5,64 milliards et vous voyez sur son bilan qu'elle a perdu de l'argent chaque année depuis 2017, sauf en 2023. Et donc du coup, si on fait la somme de tous ces bilans, on atteint la brillante somme de moins 527 millions sur 7 ans. Mais toujours pas de faillite. Étrange, n'est-ce pas ? Numéro 2, CleanSpark, market cap, donc valorisation boursière, 4,37 milliards. Et elle, c'est net, elle a perdu de l'argent chaque année depuis 2017 et elle cumule 235 millions de pertes sur 7 ans. Et là aussi, toujours pas de faillite en vue. Numéro 3, Riot Platforms, valorisation boursière 3 milliards. Là aussi, on a perdu chaque année de l'argent depuis 2017 pour un total de moins 684 millions sur 7 ans. Et là aussi, toujours pas de faillite en vue. Quel est ce maléfice ? Si ces entreprises ne pouvaient plus payer leurs factures, elles auraient fait faillite. Et comme leurs revenus sont négatifs, elles ont trouvé une source ailleurs. Mais où ? Les entrepreneurs parmi vous me diront, il n'y a que 2 possibilités, de la dette ou de l'equity. C'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire que ces entreprises de minage sont tellement rentables qu'elles ont émis de la dette chaque année pour acquérir toujours plus de matériel de minage qu'elles comptent rentabiliser dans le futur. Mais qui serait assez fou pour finalement prêter de l'argent à des entreprises qui perdent un pognon de dingue chaque année depuis 7 ans ? Vérifions cette hypothèse. Les actifs de Mara, c'est environ 2 milliards. Quant à sa dette, c'est 375 millions. Clairement, c'est pas avec ça qu'elle finance son déficit chronique. CleanSpark, c'est clairement le même schéma. 788 millions d'assets pour 110 millions de dettes. Et Riot Platform, à peu près la même situation, 2 milliards d'assets pour 223 millions de dettes. Là aussi, on peut le dire, c'est pas comme ça qu'ils financent leur déficit chronique. Et comme la compta c'est pas magique, si c'est pas comme ça qu'ils financent leur déficit chronique, comment font-ils ? Marathon Digital, 17 857 bitcoins accumulés au cours des années pour un montant total qui s'élève à environ 1 155 millions. CleanSpark, 6154 BTC pour environ 398 millions et Riot Platform, 9000 BTC pour environ 587 millions. Quand on voit ces montants, on se dit, ces entreprises finalement avaient largement de quoi payer leurs factures, mais c'est sans compter sur le fait que le prix du Bitcoin aujourd'hui est extrêmement élevé par rapport à 2017, 2018, 2019, etc. Marathon Digital aujourd'hui a dans son wallet de quoi payer environ 2 fois sa dette. Mais il faut se rappeler que l'année dernière seulement, le Bitcoin était entre 25 et 30, c'est-à-dire plus de 2 fois moins le prix d'aujourd'hui. En plus de ça, le bilan s'arrête au 31 décembre 2023. Donc pour être juste, il faudrait s'arrêter à cette date et se dire, Marathon Digital a accumulé des bilans négatifs quasiment chaque année pour au final accumuler cette somme de BTC. Donc du coup, ça vaudrait le coup de savoir s'ils avaient mis le pognon qu'ils ont perdu là chaque année pour acheter du Bitcoin, combien ils auraient de Bitcoin. Mais avant, regardons les autres entreprises. CleanSpark, donc c'est encore pire, 398 millions de BTC pour 235 millions de dettes. Et puis Riot Blockchain, 585 millions de BTC pour 684 millions de dettes. Là, ils n'ont même pas de quoi rembourser leurs dettes.
Donc là, c'est carrément consternant. Et donc en résumé, ça vaut le coup de se poser la question en ces termes. Est-ce que le business des mineurs est plus intelligent ou moins intelligent que la stratégie de MicroStrategy? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place un processus industriel avec des risques, etc., plutôt que de simplement acheter du BTC après 7 ans? Je crois que ça vaut le coup de faire le bilan, non? Et donc imaginons que ces entreprises, avec l'argent de leur bilan négatif, donc de l'argent qu'elles ont réussi à trouver par ailleurs de toute façon, elles n'avaient acheté aucun matériel de minage, elles n'avaient payé aucun employé, aucune note d'électricité, etc., etc., et qu'avec cet argent, elles avaient simplement acheté du Bitcoin, point. Donc, comme d'habitude, commençons par Mara, qui est la moins pire, et on constate tout de suite qu'elle nous pose un petit problème de méthodologie, contrairement aux autres, puisqu'elle a une année dans le positif. Donc, cette année dans le positif, on va considérer qu'elle l'a utilisé pour vendre des BTC et donc du coup pour enregistrer des gains. Ce qui n'est pas possible quand on n'a que des années dans le négatif, évidemment. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que si Mara avait été le pire trader qu'il est possible d'être, c'est-à-dire acheter systématiquement au prix max, au prix le plus cher, elle aurait quand même 11 974 BTC, c'est-à-dire moins que ce qu'elle a actuellement. Mais vous vous rendez compte que systématiquement acheter le top chaque année, c'est plus être mauvais, c'est avoir découvert, avoir découvert ce que tout le monde cherche dans le milieu de trading, c'est-à-dire un moyen de call les tops. Et aujourd'hui, personne n'est capable de le faire aussi bien que ça. Donc disons que Mara n'aurait peut-être pas réussi à être le pire trader possible. Et si elle avait été le meilleur trader possible, à savoir acheter systématiquement les prix les plus faibles, acheter systématiquement les bottoms, alors là, elle aurait 65 540 BTC. Là encore, c'est pas raisonnable de penser ou d'imaginer qu'elle aurait pu faire aussi bien. Disons qu'elle aurait certainement fait une performance assez moyenne, une performance pas ouf. Et donc du coup, avec cette performance assez moyenne, disons que leur métier c'est pas le trading, tu vois, donc ils achètent un peu au pif, tu vois. Là, ils auraient entre 30 et 40 000 BTC. Et entre 30 et 40 000 BTC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller dans les 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que leurs actifs nets, c'est-à-dire leurs actifs moins leurs dettes, qui est à 1,6 milliard, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est une stratégie, la stratégie de MicroStrategy, qui leur aurait fait avoir un actif qui vaut 1 milliard de plus. Donc c'est énorme en fait. Il n'y a pas photo. Dans le cas de Mara, la stratégie de MicroStrategy, elle est 1000 fois mieux. Elle est 1000 fois mieux parce qu'elle présente aucun risque industriel. Elle est beaucoup plus liquide. Là, s'ils voulaient vendre leur matériel de minage, je vous garantis que c'est peut-être qu'ils ne rentreraient pas à 1,6 milliard à la fin. Vous voyez, donc c'est liquide, c'est facile, c'est plus rentable, c'est moins risqué, c'est beaucoup moins de complications, ça demande moins d'employés, moins de gestion, etc., etc. Bref, il n'y a pas photo. CleanSpark maintenant, à l'aide, avec ses 6154 BTC dans son wallet, cette entreprise réalise l'exploit de faire 2 fois moins bien qu'un trader qui aurait systématiquement acheté au pire moment. Bravo. Actif moins dette, 677 millions, c'est-à-dire incroyablement moins bien que le pire trader de la Terre qui n'aurait eu accès que au bouton achat et pas au bouton vente.
Donc là, vraiment, c'est sans appel. Riot, maintenant, là, c'est pareil, avec ses 9000 BTC en poche, elle fait également 2 fois moins bien que le pire trader imaginable, qui n'existe qu'en rêve, qui n'existe même pas. Et là aussi, le tableau parle par lui-même, 78 000 bitcoins dans le meilleur des cas, par rapport aux 9000 qu'ils ont, et on pourrait dire, allez, ils pourraient avoir 50 000 bitcoins, les mecs, ils en ont 9000, quoi. C'est complètement nul. Donc on résume la situation, ces entreprises ont perdu du pognon chaque année, sur 7 ans, sauf l'une d'entre elles, Mara, l'année dernière. Et ces entreprises, pour ces entreprises, il aurait été plus rentable de tout simplement acheter du Bitcoin, un point c'est tout. Et donc du coup, j'ai 2 questions. Que dire du business du minage en lui-même ? Certains acteurs économiques énormes font des choix économiques irrationnels, c'est-à-dire qu'ils investissent dans des business non rentables, des business qui perdent du pognon, alors qu'un autre business, beaucoup plus simple, est à portée de clic. Deuxième question, qui paye ? Bon, j'imagine que vous l'avez déjà deviné, la clé du mystère, c'est que c'est les détenteurs d'actions qui se font avoir. Ici, vous voyez à l'écran un document de l'année dernière de Mara, et concrètement, ils font exactement la même chose que les shitcoins durant la DeFi Summer. Je sais pas si vous vous rappelez de Cake, par exemple, qui avait une inflation de malade, donc il y avait beaucoup de cakes qui étaient, par exemple, émis chaque jour. Et si vous preniez les cakes que vous achetiez et que vous les mettiez dans des, je sais pas quoi, des farms, je sais pas comment ils appelaient ça exactement, eh bien, vous pouviez avoir des rentabilités à 5 chiffres, à 2 chiffres, à 3 chiffres, etc., selon le shitcoin que vous choisissiez. Mais au final, cette rentabilité, elle était payée avec de l'inflation, et donc du coup, à un moment donné, le prix, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, il y a une sorte de fuite en avant et le prix s'effondre. Alors, prenons un exemple pour vraiment expliquer la chose et supposons qu'il y ait 100 actions en circulation et que vous en possédiez 10. En ce cas-là, ça voudrait dire que vous aviez 10% de la société évaluée à 1 milliard, bravo, vous avez beaucoup d'argent. Maintenant, imaginons qu'ils émettent 100 nouvelles actions. Vos 10 actions, elles représentent plus 10% des 1 milliard, mais 5% des 1 milliard. Ça fait mal, vous venez de perdre la moitié de votre pognon. Bravo, vous êtes un actionnaire de Mara. Alors évidemment, là c'est des chiffres simples et très exagérés, mais c'est effectivement comme ça qu'ils se financent. Ils émettent des nouvelles actions en diluant les actionnaires, et donc du coup, les actionnaires ont moins de parts de la boîte, et en vendant ces actions, évidemment, ils font un peu plonger le marché, évidemment. Puisque c'est une pression baissière, mais ils récupèrent du pognon, et avec ce pognon, ils continuent de financer leurs activités non rentables. Et moi, j'appelle ça carrément de la shitcoinerie et du vol. Donc vous voyez, le business régulé de la bourse de Wall Street n'est en fait pas du tout différent du business des shitcoins pendant la DeFi Summer, en fait. C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes choses qu'il se passe. Et c'est là où vous vous dites, il faut être complètement idiot pour acheter ces entreprises, puisque manifestement elles perdent de l'argent et elles diluent leurs actionnaires. C'est complètement débile d'avoir ça en portefeuille. Et vous auriez raison, c'est débile. À long terme, je peux vous afficher les graphiques, vous allez le voir, ils font pas rêver. Vous vous dites pas, waouh, sur le long terme, ces entreprises semblent fantastiques. Par contre, vous allez remarquer un autre truc. Et l'autre truc que vous allez remarquer, c'est que pendant les bull runs, elles montent de manière
extraordinaire. En fait, elle monte plus que le Bitcoin. Et donc, du coup, si vous avez acheté le bottom du Bitcoin durant les bull runs précédents plutôt que cet actif, eh ben, vous avez fait et que vous avez revendu le top, mettons, hein, eh bien, déjà, bravo, vous êtes un trader de génie, mais surtout, vous auriez mieux fait de le faire sur cet actif-là parce que vous auriez fait plus d'argent. Maintenant, si vous conservez ces trucs-là à long terme, vous faites complètement découper. Donc, en fait, ces entreprises, elles sont super pour prendre une sorte de levier sur Bitcoin, c'est-à-dire pour gagner plus quand Bitcoin gagne plus, pour gagner plus plutôt quand Bitcoin gagne, et pour perdre plus quand Bitcoin perd. Donc, il faut surtout pas acheter le top avec ces entreprises. Il faut vraiment acheter le bottom et pas oublier de vendre le top. Donc, du coup, ces machins-là, c'est des machins de traders, pas des machins d'investisseurs. C'est pour du court terme, c'est pour surfer la vague du bull run en enregistrant plus de gains si vous avez confiance dans le fait que vous pouvez acheter le bottom. Là, c'est trop tard, puisque le bottom, c'était vers les 15 000 $, et là, on est déjà à 60. Et vendre le top. Et là, si vous êtes capable de vendre le top, vraiment superbe. Mais voilà pour ces entreprises. Alors, personnellement, moi, je préfère le graphique du Bitcoin, qui sur le long terme, de toute façon, même si quand j'achète du Bitcoin, je me dis même si j'achète le top, c'est pas trop grave, je vends pas. Et puis, de toute façon, sur le long terme, je serai gagnant. Parce que je suis bullish long terme, vous voyez. Et si jamais j'achète le bottom, je suis encore plus content, vous voyez. Donc, avec le Bitcoin, je sais que je ne peux pas perdre. Alors que si j'achète du Mara, ou du machin, ou du bidule, là, il n'y a pas intérêt à se rater, quoi. Vous voyez. C'est punitif. Le Bitcoin, c'est volatile, mais si vous êtes patient, ça pardonne les erreurs. Les minières, ça pardonne rien du tout. Vous faites découper. Donc, ce n'est pas idiot de les acheter, c'est un truc de trader et ça peut être un bon investissement. Maintenant, par contre, je vous ai expliqué quand même une chose, c'est que la stratégie de MicroStrategy est meilleure. Et donc, si ça se trouve, peut-être, c'est à vous de faire votre propre avis, vos propres recherches. Acheter du MicroStrategy, c'est encore mieux que les minières. Et en plus de ça, peut-être que ça se casse, que long terme, c'est aussi un bon investissement long terme, puisque de toute façon, ils accumulent du Bitcoin. Alors, disclaimer dans le disclaimer, attention, MicroStrategy émet de la dette pour acheter son Bitcoin. Un petit peu comme quelqu'un qui prendrait du levier. Et on le sait, en général, les gens qui prennent du levier sur le Bitcoin, ça finit mal. Et pas toujours, il y en a qui s'en sortent très bien. Et peut-être que Michael Saylor gère bien sa boîte. Ça, je sais pas, c'est à vous de faire vos propres recherches. Moi, je donne pas de conseils en investissement. D'une part parce que c'est illégal, et d'autre part parce que démerdez-vous. Et puis pour finir, dernier mystère à élucider, pourquoi ces entreprises explosent pendant le bull run? Parce qu'on pourrait se dire, la rentabilité du capital investi est pas meilleure, c'est de la merde. Et pour une raison très simple, c'est parce que les investisseurs sont complètement émotionnels et irrationnels. Pendant le bull run, ils se disent, ça y est, le Bitcoin, il est parti, il s'arrêtera plus jamais. On entend des gens qui se disent, voilà, il n'y aura plus jamais de bear market, le super cycle, je sais pas quoi, bref. Et tout à coup, ces entreprises qui ont fait des investissements gigantesques se retrouvent avec une capacité de production super cool et des bilans qui s'améliorent, qui passent de catastrophique à mirobolants. Sauf que ça dure qu'un temps, malheureusement pour eux. Et malheureusement pour les investisseurs qui croient avoir déniché la poule aux œufs d'or. Et puis les investisseurs, surtout, ils se disent c'est trop tard pour le Bitcoin, il est déjà trop cher, je suis déjà niqué, il faut que je sois plus malin. Alors ils essayent d'être plus malins que les plus malins. Et donc du coup, ils vont aller chercher ça, quoi. Et c'est ça qui va créer du FOMO, parce qu'après les prix vont augmenter de manière débile. Voilà. Donc finalement,
Il y a des pumps dus à ces deux phénomènes, je pense, l'amélioration du bilan et le fait que les gens se disent c'est trop tard pour faire un bitcoin, pour faire des sous dans le bitcoin, je vais faire des sous dans un autre truc qui est encore plus malin, parce que je suis encore plus malin que le marché. Et généralement c'est un échec, ils achètent le top et ils se font découper. Voilà. Alors après, que dire des entreprises qui n'ont pas des énormes entreprises de minage? Ils se battent face à des gens qui ont en main une certaine forme de planche à billets. Donc ils se battent quand même avec un handicap notoire. Après, les petites structures ont un avantage quand même sur les grosses, c'est qu'elles sont plus mobiles. Elles ont la possibilité d'aller chercher des petits projets à droite à gauche qui peuvent avoir une meilleure rentabilité éventuellement. Et je sais qu'on va me poser dans les commentaires la question: et que penses-tu de l'entreprise de minage de Seb Bouspi? J'en pense rien, j'en sais rien, je connais pas, j'ai pas étudié la question. Et de toute façon, l'investissement dans le minage ne m'intéresse pas. Chat échaudé craint l'eau froide. J'ai été moi-même mineur en 2017 et en 2018. J'ai créé mes propres fermes de minage et j'ai perdu beaucoup de sous. J'aurais mieux fait d'acheter du bitcoin avec cet argent. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup de bitcoin. Je serais beaucoup plus riche que je ne le suis, bien que je ne me plaigne pas. Loin de là. Donc, j'ai fait cette erreur d'investir dans le minage et honnêtement, je sais à quel point c'est difficile. Je sais que le hash rate continue de monter chaque année de manière débile. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de retracement en bear market et que donc du coup les rentabilités du capital investi s'écroulent en bear market et que probablement le seul moment où c'est rentable d'investir dans le bitcoin, c'est au creux du bear market. Moi je préfère acheter du bitcoin, voilà, je vous le dis, je préfère le bitcoin orange, c'est mieux. C'est mon avis, c'est plus liquide, vous avez vraiment la propriété de votre asset, il y a plein d'avantages. Voilà, je vous ai donné mon avis. Et puis je vous souhaite à bientôt dans l'univers crypto.